Bonjour à tous. Alors on va laisser aux retardataires le soin de s'installer doucement, mais bon. Merci à ceux qui ont préféré s'enfermer dans un amphi plutôt que d'aller se promener dehors, pour la bonne cause. Donc je ne vais pas entrer dans le vif du sujet, je vais juste vous présenter la finance pour tous. Et avant ça, je vais remercier les participants, remercier les organisateurs, les co-organisateurs avec nous, que sont le Printemps de l'économie, qui est une manifestation que vous connaissez bien et qui nous accueille maintenant dans son enthousiasme. Et puis remercier le ministère des Finances de nous accueillir dans cet amphi. Et une fois que j'ai remercié tout le monde, je vais juste vous présenter la finance pour tous en 2 mots. Pour certains qui ne la connaissent pas, c'est une association loi 1901 qui fait cohabiter des partenaires publics et privés. Donc nous sommes soutenus aussi bien par la Banque de France que par des mutuelles d'assurance. Et nous sommes soutenus aussi par le ministère de l'Éducation, aussi et surtout, j'allais dire, par le ministère de l'Éducation nationale, puisque nous sommes agréés par le ministère et nous signons régulièrement des conventions, soit nationales, soit académiques. Et nous sommes là pour encourager les pouvoirs publics et les gens en général à faire de l'éducation économique et financière. C'est une forme de lobbying, si on veut, ou en tout cas nous militons pour qu'il y ait plus d'éducation économique et financière. Et surtout, nous faisons de l'éducation économique et financière, parce que on ne fait pas faire par les autres. Nous faisons nous-mêmes, au travers de plusieurs supports. Nous avons un site internet qui s'appelle lafinancepourtous.com, mais nous publions aussi des ouvrages, par exemple dans la collection pour les nuls de Schaeffer. Nous en sommes au 3e ouvrage qui s'appelle, et qui maintenant est en format poche, qui s'appelle Bien placer son argent pour les nuls. Nous faisons des ouvrages pour des partenaires, nous faisons des vidéos. Voilà. Nous sommes fournisseurs de contenu, tant pour ce qui est des finances personnelles que de décryptage économique. Et je voulais juste vous dire un mot de quelque chose dont vous entendrez peut-être parler les années suivantes. Je vois des jeunes gens au fond, ils pourront peut-être candidater l'année prochaine pour le Grand Prix de la finance pour tous. C'est un Grand Prix que nous organisons depuis maintenant quelques années. Et chaque année, nous choisissons un sujet. Cette année, c'était « Les banques ont-elles un avenir ?» Et vous le saurez le 17 mai, si je ne m'abuse. Le 17 mai, quand nous remettrons notre Grand Prix, vous saurez si, finalement, les banques ont ou non un avenir. Sur ce suspense torride, je laisse la place à peut-être un étudiant ou une étudiante qui va présenter les intervenants, comme d'habitude, ou pas du tout. Ah bon. Ah d'accord, voilà. Non, mais je vous laisse la parole. Bonjour. Merci. À tous. Mireille Wimbert, moi je suis journaliste à L'Opinion, qui est un quotidien libéral et européen. Je suis la protection sociale pour ce quotidien, donc je suis la santé, en gros, la dépendance et la retraite. Donc depuis quelque temps, c'est vrai qu'on a une actualité florissante sur cette retraite, puisque vous savez qu'il y a une grande réforme en cours. Emmanuel Macron, dans son programme, voulait d'une grande réforme systémique, c'est-à-dire d'une réforme qui remette de l'égalité dans le système, qui remette tous les gens, finalement, à égalité. Et pour faire ça, il a dit « Je ne veux plus des réformes qu'on a fait par le passé. Par le passé, on appelait ça des réformes paramétriques, parce qu'on utilisait les paramètres du système de retraite pour le mettre à l'équilibre. Ces paramètres, c'était évidemment la hausse des cotisations, ou la baisse des pensions, ou l'allongement de la durée, d'une manière ou d'une autre. Donc Emmanuel Macron a dit « Ce type de réforme à répétition, on les fait tous les 3 ans, il y en a marre. Moi, je voudrais mettre un système en place, un peu à la suédoise, quelque chose qui se pilote plus facilement, qui soit pérenne et qui permette aux gens de se comparer, d'avoir des carrières hachées, enfin, qui soit beaucoup plus simple d'utilisation, qui soit plus lisible et qui soit plus juste. » Ça, c'était quand il est arrivé à l'Élysée. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une réforme des retraites, vous le savez, c'est jamais simple à mettre en œuvre. La dernière fois qu'on a eu plus d'1 million de gens dans la rue, c'était la réforme des retraites, c'était le décalage de l'âge de 60 à 62 ans, la réforme Woerth en 2010. Donc c'est quelque chose qu'on prend avec des pincettes. Donc ça, il en avait conscience, il n'a pas voulu heurter. Donc il s'est dit, je vais prendre quelqu'un de consensuel, en la personne de Jean-Paul Delevoye, l'ex-ministre chiracien, qui est devenu son haut commissaire aux retraites. Et c'est lui, Jean-Paul Delevoye, qui pilote des concertations avec les partenaires sociaux. Un partenaire social, c'est quoi pour les étudiants qui sont dans la salle? Eh bien, ce sont les syndicats de salariés et le patronat qui discutent ensemble avec Jean-Paul Delevoye de l'avenir des retraites. Donc, sur le régime cible, on a quelques indications, on en parlera peut-être.
Mais là, on va vous parler de choses à la fois de ce que c'est un régime en points, puisque aujourd'hui, on a 42 régimes de retraite, on a des régimes qui fonctionnent en annuité, c'est le cas du régime de base des salariés, par exemple, la CNAV, où on accumule des trimestres. On a d'autres régimes où on accumule des points, c'est le cas de l'Agirc-Arrco, le régime complémentaire toujours pour ces mêmes salariés. Ça veut dire que rien que pour le salarié, il faut qu'il additionne en gros des choux et des carottes pour avoir à peu près une idée de ce qui va se passer pour lui. Et c'est ça aussi la simplification du système, c'est tout passer en points. On a effectivement... donc je vais vous présenter les intervenants comme ça. Donc juste à ma droite, Monica Kessler, qui est chef de la division des politiques sociales à l'OCDE. Donc Madame Kessler va nous présenter un peu ce qui se passe dans les pays développés. Et vous allez voir, c'est intéressant, parce que ce qu'on constate finalement, c'est qu'en France, on a les retraites les plus élevées parmi ces pays développés, et c'est aussi le pays où on part à la retraite le plus tôt. Donc ça, c'est pas mal, vous nous expliquerez tout ça. À côté de Madame Kessler, Laure de la Bretèche, qui est directrice déléguée de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est un gros organisme public qui gère les retraites, notamment de la fonction publique, et tout un tas d'autres régimes de retraite. Madame de la Bretèche va nous expliquer, mais Madame de la Bretèche va nous parler surtout de confiance, de l'importance de la confiance. C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron voulait aussi. Là, vous êtes des lycéens. Si je vous demande finalement quelle confiance vous avez dans votre régime de retraite, est-ce que vous imaginez que vous allez avoir une pension de retraite quand vous serez vieux? Il y en a 1 sur 2 qui va me dire « Ah non, j'y crois pas du tout, j'aurai rien, c'est sûr ». Donc l'objectif quand même, c'est de rétablir cette confiance dans le dispositif. Donc vous allez nous parler justement de confiance. À côté de Laure de la Bretèche, nous avons Jean-Claude Barboul, qui est président de l'Agirc-Arrco. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'un de ces fameux partenaires sociaux. Monsieur est membre de la CFDT, et c'est la CFDT qui en ce moment préside l'Agirc-Arrco, la caisse complémentaire des salariés, cette fameuse qui est gérée en points et qui est la seule caisse ou quasiment à être gérée intégralement par les partenaires sociaux. Ça veut dire que les patrons et les syndicats se mettent d'accord tous les 5 ans ou tous les 4 ans, je ne sais plus, pour dire bah tiens, là dans les 20 ans qui viennent, le régime ça va, donc on ne va pas changer, ou ça ne va pas, donc on va changer la valeur du point. Enfin, c'est eux qui déterminent vraiment les paramètres et qui pilotent ce dispositif, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc Monsieur Barboul nous expliquera justement pourquoi c'est intéressant justement qu'il nous explique tout ça, parce que lui, son régime, il fonctionne en points. Et le futur régime, on a dit qu'il allait fonctionner en points aussi. Donc c'est intéressant, il y aura nécessairement des similitudes. Ça sera intéressant qu'il nous en parle. Et tout à droite, vous avez Pierre-Louis Bras, qui est président du COR. Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites. C'est l'organisme qui avait été créé par Jospin en 2000-2001, je crois, et qui finalement fait toutes les études à long terme pour voir où va notre système de retraite. Et Monsieur Bras va nous expliquer finalement, dans l'état de nos connaissances aujourd'hui, qu'est-ce qu'il anticipe à horizon 2070. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'âge de retraite? On va voir que finalement, même sans bouger l'âge légal, finalement, il y a d'autres vecteurs qui permettent tranquillement d'emmener les salariés au-delà de 62 ans. Enfin, on va voir comme ça tout un tas de données qui permettent un peu d'expliquer aujourd'hui le paysage de notre retraite en France. Alors, je vous propose d'abord, avant d'entrer dans le détail des systèmes de retraite français et de ce qui se passe sur le territoire, de donner la parole à Monica Kessler, qui va nous expliquer en fait les différences qu'il y a entre les différents pays de l'OCDE pour que vous ayez un panorama assez international de ce qui se passe au niveau des retraites dans les pays développés. Merci beaucoup, Mireille. Donc, je vais vous amener sur un petit voyage dans les pays OCDE pour vous montrer où est la France aujourd'hui par rapport à d'autres pays, avec quelques indicateurs très simples. Donc, n'ayez pas peur. Normalement, nous, à l'OCDE, on vient toujours avec des tonnes de chiffres. Là, j'ai mis juste quelques-unes pour vous donner une petite idée comment la France se compare à d'autres pays. Voilà. On commence avec le revenu moyen des personnes qui ont 65 ans ou plus. Et là, vous voyez là la ligne noire. Ça, c'est le revenu moyen de toute la population en France. Donc, si on prend tous les Français, tous les ménages, et on fait la moyenne, un concept qui parle beaucoup aux lycéens et étudiants, je crois. Donc, la moyenne de tout le monde, c'est cette ligne. Et on regarde par rapport à cette moyenne de toute la population où se situent les ménages qui ont 65 ans ou plus.
Et vous voyez que la France est dans une superbe situation parce que les retraités ou les personnes de plus de 65 ans sont d'une certaine façon plus riches, ils ont plus de revenus disponibles que la moyenne de la population française. Et vous voyez les autres pays, vous ne pouvez peut-être pas le voir en détail. En gris, vous avez la moyenne des pays OCDE. Et ça, c'est moins de 90%. Donc, ils sont quand même au moins 10-12% plus pauvres que la moyenne de la population. Et en France, on est dans une très bonne situation. Donc ça, c'est une première très bonne nouvelle. Mais il faut dire que c'est la situation aujourd'hui et pas dans le futur. Donc il faut voir comment on peut garder ce grand succès, que les retraités vont très bien, par rapport au futur. Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Donc vous disiez, la ligne noire, c'est la moyenne des revenus des Français, tous, et la colonne orange, c'est la moyenne des revenus des plus de 65 ans. C'est comme ça qu'on compare. Et toutes les autres barres, c'est la moyenne dans les autres pays des plus de 65 ans, comparativement. D'accord. Donc la France, on le voit en effet, est très bien placée. On touche une retraite a priori plus confortable que dans les autres pays développés. Ce n'est pas seulement la retraite, et ça, il faut dire aussi, la retraite, c'est une partie des revenus du ménage. Ça peut aussi être du travail, parce que parfois, les retraités vivent encore avec une personne qui travaille toujours. Donc, par exemple, un retraité dont l'épouse travaille encore, ça rentre dans le revenu du ménage. Ou s'ils ont, par exemple, aussi des enfants qui vivent avec eux, qui gagnent de l'argent, ça aussi, ça rentre. Mais ça peut aussi être qu'un retraité, par exemple, a un appartement qu'il loue à d'autres personnes, donc il y a un revenu du loyer. Donc, c'est tous les revenus, ce n'est pas seulement le système de retraite. Et je crois que ce qui est important, c'est que, justement, il faut souligner qu'il y a différents moyens d'avoir de l'argent. Parce qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont une assurance vie. Et donc, ces gens qui reçoivent l'argent de l'assurance vie aussi, ça, c'est des revenus qui viennent en ce moment-là quand on est à la retraite. Donc, la retraite, c'est juste une partie du paquet complet de ce qu'on a comme revenu pendant la retraite. Donc, comment la France se situe pour le taux de pauvreté parmi les retraités? Donc, comment est-ce qu'on mesure le taux de pauvreté? Nous, à l'OCDE, on a une mesure assez stricte. Au niveau européen, ils sont un peu plus généreux. Nous, on dit qu'un ménage est pauvre si le ménage a moins de la moitié du revenu médian. Donc, le revenu qui partage la population en pauvres et plus riches. Donc, si vous n'avez que 50% de ça, vous êtes considéré comme pauvre. Et regardez, là, en France, j'ai deux chiffres là, c'est les barres, c'est pour les 66 à 75, et les personnes de 75 plus, ou 76 plus, c'est les petits carrés verts. Et la France est très bien située. Là, sur ce tableau, vous voyez qu'il n'y a que des Pays-Bas qui sont mieux. Après, vous avez le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, l'Italie, OCDE, la moyenne. Et tout à la droite, vous avez un pays comme le Mexique, où les personnes sont très pauvres, souvent pendant la retraite, parce qu'en fait, ils n'ont souvent pas de retraite. Parce que le système couvre très peu de gens qui sont dans le secteur formel, et les autres, ils travaillent sans être assurés, et donc il y a des taux de pauvreté plus élevés. Les petits carreaux verts, pourquoi est-ce qu'ils sont plus élevés? Après 75 ans, souvent, les personnes vivent seules. C'est des veufs, ou plus souvent des veuves, des femmes. Donc déjà, il y a une seule personne dans le ménage, et ils vivent plus longtemps, les femmes. Souvent, ils sont plus malades aussi, plus de dépendance que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que souvent, après 75 ans, les gens sont plus pauvres. Mais là encore, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en France, ça va plutôt bien par rapport aux autres pays. Donc, la retraite, comme vous avez dit tout à l'heure, tous les systèmes de répartition, ça repose essentiellement sur trois choses. On travaille, on cotise pendant qu'on travaille. Puis après, on a un âge de retraite, donc la durée de travail, combien de temps on travaille et on gagne. Et puis après, il y a le niveau des retraites. Et donc, une chose qui est très importante, tout aussi bien pour les droits à la retraite individuelle pour chaque personne, que pour le système en total, c'est le travail. Si les gens ne travaillent pas, s'il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas de cotisation, donc il y a un trou dans l'assurance.
Et si les gens ne cotisent pas, ils arrivent à la fin de leur retraite et ils n'ont rien. Donc, ils n'ont qu'un minimum. Et là, je vous ai amené les taux d'emploi par groupe d'âge. Qu'est-ce qui se passe dans les différents pays? Et il y a 3 groupes d'âge là. Il y a les 55 à 59, c'est les petits points noirs. Après, les 60 à 64 et les 65 à 69. Et vous voyez, pour les 55 à 59, en France, en fait, les gens travaillent beaucoup. En France, les gens travaillent plus qu'aux États-Unis, au Portugal, Italie, Pologne. Il y a quelques pays où ils travaillent plus encore, mais dans l'ensemble, en France, dans la moyenne, c'est assez bien. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Vous passez à la prochaine tranche d'âge, de 60 à 64, et puis à 65-69, et ça chute énormément, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc, si vous lisez d'en haut en bas, vous voyez qu'en France, ça va rapidement en bas, et si vous prenez, par exemple, le pays voisin, là, c'est Royaume-Uni, ou les États-Unis, même à 65 plus, les gens travaillent encore beaucoup plus qu'en France. En France, ce n'est pas parce qu'on a un âge de la retraite, un âge légal plus faible? C'est en partie. Parce que c'est comme si 62 ans l'âge légal, ce qui ne veut pas dire qu'on a sa retraite à taux plein à 62 ans, mais en tout cas, c'est l'âge où on peut partir. C'est plus faible qu'ailleurs. Est-ce que du coup, ça ne s'effondre pas après cet âge-là, ce qui semblerait cohérent? Ça joue pour beaucoup de ça, mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas tous les gens dans cet âge qui ne travaillent plus, qui sont déjà à la retraite. Parfois, ils sont au chômage, parfois, ils sont malades, parfois ils sont en invalidité et ne peuvent plus travailler. Les travailleurs seniors, s'ils perdent leur travail, c'est extrêmement difficile en France, comme dans beaucoup d'autres pays, de retrouver un travail. Donc, encore une fois, le système de retraite, c'est important dans cette histoire, mais ce n'est pas le seul facteur. Mais une chose est claire, même ça, il faut travailler là-dessus. Et si on augmente l'âge de retraite, ça va augmenter un peu, mais il faut faire beaucoup plus parmi les entreprises pour garder les personnes en travail, pour ne pas virer les personnes âgées d'abord, pour leur donner la formation, surtout avec toute la digitalisation et avec tout ce qui se passe en informatique, en technologie. Si on ne prépare pas les gens avec des formations, ils ne peuvent pas travailler plus longtemps. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'en France, il y a beaucoup de marge à faire quelque chose. Et finalement, ça c'est le dernier slide, et après j'arrête. Ça c'est une spécificité française, et encore une fois, fondamentalement, c'est une excellente nouvelle. En France, vous avez une espérance de vie qui est très élevée. Les femmes françaises et les femmes japonaises sont celles qui vivent le plus longtemps dans les pays OCDE. Mais si vous combinez cette bonne nouvelle avec le fait qu'en France, les gens sortent plus tôt du marché de travail, soit parce qu'ils arrêtent de travailler, soit parce qu'ils accèdent à la retraite, soit parce qu'ils sont au chômage, là, vous avez quand même un temps passé dans la retraite, pendant le temps qu'on ne travaille pas, qui est très long en France. C'est le plus long de tous les pays OCDE. Et ça, c'est super, parce que nos retraités en France peuvent profiter d'une belle période de retraite très longue. La seule mauvaise chose avec tout ça, c'est qu'il faut le payer. Et voilà. Et ça, c'est les jeunes qui seront obligés de trouver les moyens dans un système de répartition de le payer. Voilà. Merci Madame Kessler. Avant de passer la parole à Laure de la Bretèche, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Pierre-Louis Bras, notre régime aujourd'hui, il est géré en répartition. Demain, il va être aussi géré par répartition. On change, on va passer au point, mais le truc général, ça reste la répartition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la répartition? Ça veut dire que qui paye pour qui, en fait? Bonjour. Donc la répartition, ça veut dire que c'est les actifs qui, par leur cotisation, payent la retraite de ceux qui ne travaillent plus, les retraités. Voilà. Très bien. Merci pour ce petit... j'avais juste une question, parce que je voulais le dire, mais j'avais peur de me tromper. Donc je préférais que ce soit un scientifique qui le dise. Justement, je vais quand même vous laisser la parole, si vous voulez bien, pour que vous nous expliquiez un peu la situation financière du système de retraite en France. Oui, bonjour. Je vais parler debout pour pouvoir voir les mêmes slides que vous.
Donc, je me présente, donc, je suis Pierre-Louis Bras, président du COR. Le COR, Conseil d'orientation des retraites, une institution créée au début des années 2000 sous le gouvernement effectivement, de Lionel Jospin et qui rassemble l'ensemble des partenaires sociaux. On vous a donné la définition, donc les représentants des employeurs, les représentants des salariés, mais aussi les représentants des professions libérales, du monde agricole, du mouvement familial, des personnalités qualifiées. Et vous avez vu combien elles sont qualifiées puisque Monica Kessler nous fait l'honneur d'être personnalités qualifiées au corps, et puis toutes les administrations concernées par les questions de retraite. Et donc, quelle est, disons, la mission de ce conseil? C'est en gros de faire un point sur la situation des retraites et de se projeter dans l'avenir pour voir si le système de retraite est soutenable et s'il répond et s'il va répondre aux objectifs sociaux qui lui sont attribués. Et donc, assez rapidement, vous me dites si je suis trop long, je vais essayer de vous donner les principaux résultats, c'est-à-dire en gros, quelle est la situation financière du système, comment va évoluer l'âge de départ à la retraite et comment va évoluer le niveau de vie des retraités. Donc vous avez vu qu'actuellement, il était extrêmement Alors nous, les journalistes, satisfaisant. qu'on attend avec toujours beaucoup d'impatience, c'est l'arrivée du 15 juin, parce que le COR est obligé de fournir un rapport sur les prévisions du système de retraite pour le 15 juin, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et donc, on le cherche, ce rapport. On s'est dit, ah, il en est où sont les retraites? Donc, tous les ans, Monsieur Bras et ses acolytes produisent un rapport pour nous dire où on en est et vers quoi on tend. Et c'est des éléments du dernier, je présume, que vous allez nous présenter. Voilà. Donc, on le rend le 15 juin. Et en général, il fuite un peu avant parce que les journalistes français sont très malins. Voilà. Donc, pour savoir ce que sera demain notre système de retraite, il faut commencer par faire des projections démographiques, puisque c'est le socle d'un système de retraite. Il y a des gens qui sont en position de travailler, il y a des gens qui n'ont plus l'âge de travailler, et donc c'est ce rapport qui va très largement déterminer la situation des retraites. Donc, quand on se projette, et nous on se projette jusqu'en 2070, alors vous me direz, mais qu'est-ce que vous allez nous embêter avec 2070 ? Eh bien, les retraites, c'est un paquebot. Donc les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles auront un effet dans 50 ans, et donc c'est l'horizon auquel on se situe. Donc on fait des hypothèses sur la fécondité, actuellement, en gros, 2 enfants par femme, et on fait l'hypothèse que ça va continuer. Pour ce qui est de l'espérance de vie à 60 ans, donc prenons les femmes, aujourd'hui, lorsque vous avez 60 ans, en 2017, vous avez une espérance de vie de 27 ans et demi. D'accord ? Et en 2070, on estime que cette espérance de vie à 60 ans sera de 33 ans. D'accord ? Donc une progression régulière de l'espérance de vie, et c'est un prolongement de la tendance que nous connaissons. Même chose pour les hommes, et même les hommes un peu plus, parce qu'ils vont se converger un peu avec les femmes. Et puis, dernier point, dernier élément qui va modifier le rapport des populations actives et inactives, c'est le solde migratoire. Le bilan des entrées et sorties en France, entrées et sorties de Français ou d'étrangers. Là, bien évidemment, projeter tout ça en 2070, c'est impossible parce que ça dépend de circonstances internationales et d'une politique nationale qui peut évoluer. La référence que nous prenons, c'est ce qui s'est passé dans les années récentes. Et donc, c'est un solde migratoire de 70 000 personnes par an. Et une fois qu'on a tout cela, ça vous donne le ratio des gens en âge de travailler, hein, les 20-60 ans ou les 20-65 ans, rapportés à ceux qui ont plus de 65 ans ou plus de 60 ans. Et vous voyez bien que ça diminue régulièrement. Il y a une erreur dans les ordonnées, mais en gros, on va finir à 2,3, alors qu'on était au début en 1990, autour de 4, d'accord ? 4 personnes en position de travailler pour une personne qui est à l'âge de la retraite, et on va descendre vers 2,3. Donc, il y a un poids et une détermination démographique de ce qui va se passer pour les retraites. Donc ça, c'est les hypothèses démographiques. Il faut aussi prendre des hypothèses économiques, c'est-à-dire sur comment va évoluer la rémunération de ceux qui cotisent pour la retraite. Si les rémunérations évoluent plus vite, eh bien, les cotisations vont être supérieures. Et donc, on prend l'idée que les rémunérations évoluent comme la productivité horaire du travail.
la productivité horaire du travail sur le long terme, ça dépend des progrès technologiques. Vous entendez des discours, certains vous disent on va avoir d'énormes progrès technologiques parce qu'il va y avoir une révolution de l'intelligence artificielle, et puis vous avez des techno-pessimistes qui vous disent ouais, il y a des révolutions, il y a des innovations, mais moi je ne vois rien dans la productivité. Donc nous, comme on n'a pas de boule de cristal, on prend un spectre et on a une hypothèse, disons basse, à 1% de croissance de la productivité du travail par an, et on a une hypothèse beaucoup plus favorable à 1,8%. Et alors, si ça a une influence sur le système de retraite, c'est parce que les retraites, elles, ne suivent pas les salaires. Elles sont indexées sur les prix. D'accord ? Si les retraites étaient indexées sur les salaires, je n'aurais pas besoin d'avoir une hypothèse sur l'évolution des salaires, puisque quand les salaires augmenteraient, les retraites augmenteraient aussi. Mais notre système, il est bâti, sauf exception, puisque vous savez que pour 2019 et peut-être pour 2020, il avait été évoqué une moindre indexation que les prix, mais le principe c'est indexation sur les prix. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on projette notre système de retraite. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on peut projeter jusqu'en 2070 quelle est la part du PIB qui va être nécessaire de prélever pour financer les retraites. En gros, le PIB, c'est la richesse que nous créons au cours d'une année. En gros, 2300 milliards de richesses créées chaque année en France. Et bien, sur cette richesse créée par ceux qui travaillent, bien évidemment, il faut prélever sur les revenus de ce travail pour financer la retraite. Et donc, la retraite, en 2017, ça représentait 14% de la richesse créée dans l'année. Il fallait prélever sur les actifs, puisqu'on est en répartition, 14% pour financer les retraités. Alors, vous voyez que, si vous regardez du côté gauche du graphique, ça a fortement augmenté depuis le début des années 2000. On était à moins de 12 au début des années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 pour passer de 12 à 14, c'est d'une part qu'en 2005 sont arrivées à l'âge de la retraite les générations nombreuses nées en 1945, les générations du baby-boom, et puis depuis 2008, la crise, c'est-à-dire que les salaires ont assez peu augmenté, alors que les retraites, elles, indexées sur les prix, ont continué sur leur trajectoire. Et donc, aujourd'hui, on est à 14%, 13,8% du PIB, qu'il faut prélever chaque année sur les actifs pour pouvoir financer les retraites. Et puis, donc ça, c'est l'année où on projette, 2017, et vous voyez qu'ensuite, il y a 4 courbes. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ce qu'il va falloir prélever sur la richesse demain dépend de l'évolution de cette richesse, c'est-à-dire du niveau des salaires. Si on est dans l'hypothèse la plus favorable, où les salaires augmentent en valeur réelle de 1,8% par an, eh bien vous voyez que ce qui va être nécessaire de prélever pour financer les retraites va plutôt diminuer. On passe de 13,8 à 11,6. On va de 14 à 12. D'accord ? Dans les autres hypothèses, c'est un peu moins favorable. Et ce n'est que dans l'hypothèse la plus défavorable en gros, on se stabilise à 14 et même en fin de période, on augmente un peu. Donc vous voyez que ce discours que je vous tiens, ce n'est pas du tout le discours catastrophiste que vous entendez en permanence. D'accord ? C'est un discours qui dit c'est très sensible aux hypothèses que l'on fait sur l'évolution des rémunérations et donc sur le progrès technologique à venir, mais en gros, ça ne dérape pas. D'accord ? Donc, le message, c'est les retraites, ça ne dérape pas. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'était construit le projet de réforme du président qui disait, comme ça ne dérape pas, faisons une réforme de justice qui n'a pas pour vocation de faire des économies. D'accord ? Alors vous allez me dire, mais comment pouvez-vous nous tenir ce discours serein alors même que nous, on entend en permanence des propos catastrophistes. D'accord ? Alors, il est clair que depuis le début des années 90, pour faire les réformes, il y a eu une dramatisation de la question des retraites. J'y ai participé, par exemple, j'ai écrit le livre blanc des retraites de Michel Rocard, et donc à l'époque, il fallait qu'on dramatise un peu, et j'ai l'impression que j'ai réussi, mais 30 ans après. D'accord ? Et donc aujourd'hui, je tiens le discours contraire de celui que je tenais il y a 30 ans, et personne ne m'entend. Par exemple, là, je vous ai parlé de ce qu'il fallait prélever. Je ne vous ai pas parlé du solde. La plupart des articles que vous lirez dans la presse se concentrent sur le solde, d'accord ? Et vont analyser si on a un solde de 0,2 ou 0,1% du PIB, c'est-à-dire 2 ou 3 milliards. Franchement,
quand on est en 2070, 0,1, 0,2% du PIB, 2 ou 3 milliards, voilà. Mais les journalistes ne parlent que du solde, parce que là, le solde, ça fait apparaître des déficits, alors on peut dire, ça ne va pas, il faut faire quelque chose, et ainsi de suite. Alors donc moi, je ne vais pas vous parler du solde, parce que je n'ai pas le temps, mais parce que ce n'est pas quelque chose de pertinent. Le solde, ça ne veut rien dire. Si demain, comme on le fait, je prends de la TVA et je la mets pour financer les retraites, je suis à l'équilibre. Donc le solde, c'est très conventionnel, ça dépend de la manière dont on affecte ce qu'on prélève aux actifs, si on les affecte au budget de l'État ou au budget de la sécurité sociale. Donc le message, c'est ça ne dérape pas. Le fait que ça ne dérape pas ne veut pas dire qu'on est au bon niveau. Si je viens chez vous et je vous dis la température va être stable, si vous êtes à 20 degrés, c'est très bien. Si vous êtes à 5 ou si vous êtes à 35, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Moi, je ne peux dire, en tant que technocrate, je ne peux dire que c'est stable. Je ne peux pas dire c'est bon ou c'est mauvais. Ça, c'est un propos politique. Vous avez des gens qui disent 14%, c'est trop, il faut repousser l'âge de la retraite, les Français sont des feignants, il faut les mettre au boulot, il faut y aller, et ainsi de suite. Et donc, on pourra comme ça avoir 10 à 12% de prélevés pour les retraites. Et puis, vous avez des syndicalistes qui disent, mais vous ne vous rendez pas compte, partir à 60 ans, les gens sont partir à 62 ans, les gens sont usés, ils n'en peuvent plus, le travail est désagréable, en tout cas pour certains, et donc, il faudrait améliorer la situation des retraités, et donc, il faudrait l'avoir 16%. Là, moi, je m'arrête à ce niveau-là, parce que ça, c'est effectivement un choix politique, et c'est à chacun d'exprimer ce qu'il veut pour la retraite, le travail dans notre pays. Mais il faut exprimer un choix et ne pas faire de ce choix une nécessité comptable. Il n'y a pas de nécessité comptable. C'est des choix politiques fondamentaux sur qu'est-ce qu'on doit faire dans notre pays. Alors voilà ce que je peux vous dire sur la situation financière, mais ça vous paraît être un peu magique parce que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui tirait les retraites vers le haut, c'était la démographie. Mais il y a deux forces qui jouent. Là, vous avez le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Ça, c'est à droite. Donc aujourd'hui, il y a 1,7 cotisants pour un retraité. Et vous voyez qu'en 2070, il n'y aura que 1,3 cotisants pour un retraité. S'il n'y avait que cette force, bien évidemment, les graphes d'avant, le niveau des retraites aurait dérapé et serait à terme à 20% du PIB. Il y a une autre force qui est le rapport entre ce qu'on donne aux retraités et le niveau des salaires. Aujourd'hui, la retraite moyenne, c'est 50% du salaire brut moyen, de la rémunération moyenne. Et ça va diminuer, d'accord ? C'est-à-dire que rapporté à ce que sont les salaires, on donnera beaucoup moins demain aux retraités, d'accord ? Et ça, c'est ce que j'ai déjà évoqué, c'est parce que les retraites et les droits en cours de constitution sont indexés sur les prix. D'accord ? Et puis, c'est plus compliqué à arco-agir, mais en jouant sur la valeur d'achat, la valeur du point, M. Bardoul vous expliquera tout ça, enfin, si vous arrivez à comprendre, ça permet aussi de diminuer ce qu'on verse en fait, aux retraités rapportés au salaire progressivement. Donc, en gros, deux forces, l'une négative qui ferait exploser les retraites, la force démographique, et l'autre liée à l'indexation sur les prix, qui est le fait que la pension moyenne, rapportée à la rémunération moyenne, va diminuer progressivement. On va voir les conséquences après. Un élément sur l'âge. Donc là, vous avez l'âge conjoncturel de départ à la retraite. En gros, à quel âge partent les gens selon les années. Vous voyez sur la partie gauche du graphe qu'avant 2010, on partait avant 61 ans, un peu à moyenne, un peu avant 61 ans, et que ça ne bougeait pas, ça diminuait même. Et puis, réforme de 2010, on repousse l'âge minimal à 62 ans. Puis, en 2014, on augmente ce qui est exigé progressivement pour avoir la retraite à taux plein. Et donc, on engage un mouvement d'augmentation de l'âge. Donc, vous voyez, à partir de 2010, là, en 2017, on était à 61,8 ans. Et ce que nous projetons, c'est qu'autour de 2035-2040, eh bien, les gens partiront à 64 ans, parce que les gens partent en gros et en moyenne au taux plein, qui est un taux directeur pour la plupart des gens. Et donc ça, c'est parce que simplement on va exiger de plus en plus une durée d'assurance plus longue pour avoir le taux plein, alors même que les gens des générations plus proches de nous ont commencé à travailler plus tard du fait de l'allongement de la durée des études. Donc globalement, vous avez vu que tout ce week-end a été
a été occupé par des déclarations sur l'âge de la retraite, voilà, même sans rien faire, l'âge de la retraite va augmenter. Donc c'est le premier point. Après, on peut vouloir l'augmenter plus vite, l'augmenter plus, mais néanmoins, il faut déjà constater qu'il va augmenter. La durée de retraite, d'accord, elle va aussi augmenter, parce que l'âge va se repousser, mais moins que n'augmente l'espérance de vie. C'est la courbe verte. Vous voyez, en gros, la génération de 1950, qui a été la plus privilégiée, avait une espérance de retraite de 26 ans en moyenne, hommes et femmes. Donc, après 2010, après la génération de 1950, ça a un peu baissé parce que d'un coup, on a augmenté à 62 ans. Mais après, ça repart. Et vous voyez qu'en 2070, eh bien, mes petits-enfants auront une espérance de retraite d'environ 29-30 ans. D'accord ? Donc beaucoup plus que l'espérance de retraite aujourd'hui. Et puis là, alors c'est un peu compliqué, mais ça fait écho à ce que disait Monica Kessler. Quand on repousse l'âge de la retraite, la question c'est est-ce que les gens vont continuer à travailler ? Est-ce qu'ils vont sortir de la vie active ou est-ce qu'ils vont être au chômage ? Donc ces trois courbes, c'est la courbe orange, c'est année par année, quand j'ai 50 ans, combien de temps je vais devoir attendre pour partir à la retraite ? Donc vous voyez que ça, à partir de 2010, ça augmente parce que l'âge de la retraite est repoussé. Mais vous voyez que les deux autres courbes, la courbe bleue, qui est l'âge de sortie de l'activité, et la courbe verte, qui est l'âge de sortie de l'emploi, eh bien, ont globalement suivi la courbe orange. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous repoussez l'âge de la retraite, eh bien, les gens s'adaptent à ces nouvelles contraintes légales, les entreprises et les salariés, et globalement, ça suit. Alors, le taux de chômage des personnes d'âge élevé a un peu augmenté, mais globalement, ça a suivi. Alors, le niveau de vie des retraités aujourd'hui et demain, donc là, je ne fais que redire ce qu'a dit Monica Kessler, le niveau de vie moyen des retraités est supérieur au niveau de vie moyen de l'ensemble de la population. Il est similaire à celui des actifs. Le niveau de vie moyen des retraités, c'est les tirés bleus. Le niveau de vie moyen des actifs, c'est les tirés rouges. Et la ligne grise, c'est le niveau de vie de l'ensemble de la population. Donc, ça confirme ce que disait Monica Kessler, heureusement. Voilà. Mais attention de ne pas tirer de ce tableau des conclusions comme les retraités sont riches. Parce que les retraités, ça n'existe pas. Les retraités, c'est une catégorie statistique que j'ai construite. D'accord ? Mais les retraités, aucun retraité n'est les retraités. Et donc, simplement par ce tableau, je voulais vous montrer qu'il y a des retraités riches, entre guillemets, et des retraités pauvres, puisque vous avez 10% des retraités qui ont un niveau de vie inférieur à 1 000 euros, et vous avez 10% des retraités qui ont un niveau de vie supérieur à 3 200 euros. C'est-à-dire un écart de 2,9. Vous voyez, vous avez à peu près les mêmes chiffres du côté des actifs et de l'ensemble de la population. L'écart est simplement un peu plus prononcé. Donc ça, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Comme je vous l'ai dit, on va donner moins en termes de retraite rapporté aux rémunérations. Donc le niveau de vie des retraités va diminuer relativement à celui des actifs. Vous voyez, je pars de là où j'étais, 105 à peu près, et je descends progressivement en 2070, selon les hypothèses sur l'évolution des salaires, à 90 ou à 75. Et c'est ça qui fait que les retraites ne dérapent pas. Donc le niveau de vie relatif des retraités par rapport à l'ensemble de la population et par rapport aux actifs va diminuer progressivement. C'est-à-dire que la situation qui est vécue actuellement, où les retraités sont plus riches que les actifs, eh bien, c'est une situation qui va s'éroder très progressivement et c'est très lié à l'indexation des retraites sur les prix. Et là, c'est ce que vous... Voilà. Donc, pardon, je reviens un instant. Donc, et c'est ça qui fait que les retraites ne dérapent pas. Attention, je vous dis, le niveau de vie relatif des retraités va se dégrader. Le mot important, c'est relatif. Alors j'insiste sur relatif parce que souvent, parfois, pas Monique Wengberg, mais d'autres journalistes se disent relatif, c'est un mot en trop, je l'enlève. D'accord ? Et donc, ça donne, le niveau de vie des retraités va se dégrader. Et donc là, bien sûr, vision catastrophique, demain, les retraités à la soupe populaire, et ainsi de suite. Non, le niveau de vie des retraités va augmenter, mais le niveau de vie relatif des retraités va diminuer. C'est-à-dire que les retraités demain seront plus riches que les retraités d'aujourd'hui, mais que demain, rapportés au niveau de vie des actifs, les retraités seront moins riches. D'accord ? Donc, attention, niveau de vie relatif. Voilà. Et puis, je concluais
sur les mêmes choses que Monica, c'est qu'actuellement, en tout cas, nous sommes le pays où les plus de 65 ans ont le niveau de vie rapporté à l'ensemble de la population le plus élevé, et que cette dégradation qui est programmée nous mettra au niveau de la Suède, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, en gros entre 80 et 90%. C'est-à-dire que ce qui est programmé, c'est un alignement, alors on ne l'a pas fait pour ça, hein, mais c'est un alignement sur Royaume-Uni, Suède et Allemagne. C'est-à-dire des pays où le niveau de vie des plus âgés est entre 80 et 90% de celui des actifs. Voilà. Merci Monsieur Bras, c'était très clair. Donc on a bien compris, il n'y a pas péril dans la demeure, a priori, tout va plutôt pas mal. Malgré tout, il y a quand même effectivement ce sentiment dans la population que c'était une enquête que vous aviez faite hier, je crois, l'OCDE, qui disait que les gens étaient, et notamment en France, très inquiets pour leur retraite. Donc, Laure de la Bretèche, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette confiance nécessaire? Donc, vous êtes, je le rappelle, directrice à la Caisse des dépôts et consignations, et expliquez-nous très rapidement ce que vous faites, mais surtout, si vous pouviez illustrer ce sentiment de confiance, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'effectivement, on l'a vu, il y a des enjeux de long terme qui tiennent finalement aux grands équilibres financiers, et c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, mais parler de l'équilibre financier à certains moments ne suffit pas. Et on arrive effectivement à ce constat qu'il faut aussi une adhésion, une confiance dans le système. Alors la question de la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui est assez impalpable, qui se vit au quotidien dans des situations. On peut avoir confiance dans ses profs parce qu'ils ont montré qu'ils étaient justes pour noter un devoir de maths. On peut avoir confiance dans son garagiste parce qu'il a réparé la voiture et que oui, on a payé, mais elle marche. Et la confiance, ça se vérifie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Vous avez tous en mémoire certainement le livre de la jungle où on voit le pauvre Mowgli fasciné par le grand serpent qui lui dit confiance. Et justement, non, il y a toutes les raisons de ne pas avoir confiance parce que ça ne se décrète pas, ça se vit et ça se vérifie. Alors là-dessus, tout petit détour historique pour vous expliquer d'ailleurs ce que la Caisse des dépôts vient faire dans cette affaire, c'est que s'il y a eu un moment où la confiance des Français a été très érodée dans leurs institutions, c'est pile à la sortie des guerres napoléoniennes. Alors ça date d'il y a longtemps, c'était en 1815. À ce moment-là, revient ce qu'on appelle la Restauration avec Louis XVIII. Les caisses de l'État sont non seulement vides, mais rincées. C'est-à-dire que Napoléon, pour financer des guerres qui ont été fort coûteuses, a levé un certain nombre d'emprunts dans la population qui n'ont jamais été remboursés. Donc les Français n'ont pas vu la couleur de leur argent et de l'argent qu'ils avaient confié en retour. Et la confiance est brisée. Et c'est dans ce contexte-là que le ministre des Finances de Louis XVIII a l'idée fort ingénieuse de créer la Caisse des dépôts et consignations, qui est une promesse faite aux Français, promesse institutionnelle et promesse de confiance. L'argent que vous allez confier, qui va être déposé pour des raisons soit légales, soit individuelles, on ne pourra pas y toucher. L'exécutif ne pourra pas y toucher. Il sera placé, c'est tout le projet de la Caisse des dépôts à cette époque-là, il sera placé sous la haute surveillance du Parlement. Le directeur général, à l'époque, tant extraordinaire, était nommé à vie et n'avait de compte à rendre à personne, sauf au Parlement. Donc ce système-là, historiquement, il vous montre bien le poids, finalement, de la confiance et l'importance que ça a pour restaurer, finalement, une dynamique de discussion et d'échange entre les Français et avec les institutions qui les représentent. Donc pourquoi c'est important ? Pierre-Louis Bras l'a très bien dit. Quand il vous a dit « aujourd'hui, je peux prêcher dans le désert » en disant finalement, non, le système ne va pas dans le mur, et j'ai tous les chiffres qui le démontrent, le corps a produit un certain nombre de rapports qui effectivement montrent sur ça comme sur d'autres sujets, par exemple les réformes du privé, les réformes du public, que finalement, il n'y a pas les écarts qu'on imagine, etc. Mais comme il y a un certain nombre de messages et d'anticipations négatives qui se sont installés dans le paysage, entre les gens, entre les générations, entre les institutions et les Français, ça ne prend pas. D'où l'importance, effectivement, du projet du président, qui est d'abord et avant tout de restaurer la confiance. Alors, comment le faire ? Il y a une première question qui concerne, finalement, la transparence du système. L'opacité, on en parle beaucoup, est un des sujets sur lesquels, finalement, on bute. Personne ne comprend bien le langage. Pensez, par exemple, à l'expression « liquider la retraite ». Liquider la retraite, ça veut dire simplement qu'on met un terme finalement au décompte qu'on a fait des années d'activité et qu'on calcule
les droits à la retraite, qu'on arrête les compteurs, si vous voulez. Mais ce mot de liquider, on a l'impression qu'il y a un tueur à gages qui est placé derrière vous et qui va vous envoyer une balle. Donc, les termes sont eux-mêmes porteurs de stress, finalement. Alors, on ne va pas forcément changer le langage, mais c'est important de voir que ce secteur de la retraite souffre d'un certain nombre d'obscurités de langage. Donc, première chose, simplifier la compréhension du système, faire en sorte que les gens se parlent. Et c'est tout l'enjeu du HCRR, du Haut Commissariat à la réforme des retraites, qui prend le temps de discuter avec les partenaires sociaux, avec un certain nombre de parties prenantes, d'expliquer, d'avancer progressivement en expliquant finalement d'où on part et pourquoi la situation mérite des changements. Parce qu'une deuxième chose importante, c'est de se dire que la confiance, c'est-à-dire le fait de se fier, confier son argent, de donner quelque chose, de confier ses secrets, d'avoir une relation qui parie sur l'avenir, ça n'est pas la conservation. Et qu'on peut avoir par réflexe l'idée de se dire mieux vaut un tien que deux tu l'auras, ce que j'ai je le connais, c'est peut-être pas parfait mais je ne veux pas en changer. Donc créer la confiance, c'est créer aussi la compréhension que par rapport à la situation d'aujourd'hui, tout a changé. Et la société d'il y a ne serait-ce que 20 ans et celle d'aujourd'hui n'a pas les mêmes enjeux. Pensez au rapport des femmes et du travail. Pensez à l'émergence de contrats très précaires. Tout ça, c'est des choses que, quand on a construit en tout cas le système des retraites, on n'avait pas vécu comme on l'a vécu aujourd'hui. Donc l'adaptation qui s'inscrit dans une dynamique, elle doit créer la confiance. Et moi, je fais le pari que finalement, dans votre génération, justement, pour ceux qui sont les plus jeunes parmi nous là aujourd'hui, ça va marcher, c'est que justement, vous réclamez du changement. Vous en réclamez sur le changement climatique, sur un certain nombre de grandes évolutions. Donc, il n'y a pas de raison que d'autres adaptations vous fassent peur. Et celle-là, elle est importante. Donc, adapter le système de retraite, c'est rétablir la confiance et rétablir la compréhension qu'il y a des changements nécessaires. C'est aussi très important pour recréer la confiance entre les générations, qui est la condition de la répartition. Je parie qu'en acceptant de prélever, d'avoir un prélèvement sur mon argent par les cotisations, j'aurai quelque chose au bout. Parce que je fais confiance au système dans son ensemble. Et cette répartition, c'est de l'argent qui va directement à des générations qui ne sont pas la mienne, mais j'ai confiance dans le système parce qu'il est solidaire de génération en génération. Donc c'est une forme assez importante de traduction de cela, et qui, a priori, dans une réforme qui vise aujourd'hui l'universalisation, est aussi un facteur de confiance. C'est-à-dire que si je dis, au fond, j'aurai un système qui permettra aux gens d'être plus mobiles entre leurs métiers, de comprendre mieux les systèmes de retraite et certaines spécificités des métiers, parce qu'elles ne vont pas tout disparaître, à ce moment-là, alors, avec l'universalisation, je pourrais créer plus de confiance à la fois entre les générations et entre les catégories de population. Donc il y a bien cette idée quand même que la confiance est un élément, un facteur absolument majeur de l'adhésion des Français au système de retraite, de leur confiance dans l'avenir, ne serait-ce que pour lutter contre une idée qui, effectivement, Mireille Weinberg l'a justement rappelé tout à l'heure, est assez ancrée. Il y a une partie des Français, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont persuadés qu'ils n'auront pas de retraite. Ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'il n'y a aucun signal par rapport à ce que décrivait justement Pierre-Louis Bras tout à l'heure, qui aille dans ce sens. Donc il y a toute une cascade finalement à la fois des institutions et d'un certain nombre de dispositifs sur prendre en compte l'allongement de la vie, non pas comme une alerte, mais comme au contraire une opportunité, prendre en compte la mobilité professionnelle, prendre en compte le travail des femmes, prendre en compte le fait qu'il faut mieux couvrir des périodes de chômage et de travail qui sont aujourd'hui plus alternées qu'elles ne l'ont été par le passé. Tout cela, c'est des conditions nécessaires pour construire une confiance qui rend le système soutenable. Donc voilà, il y a toutes ces évolutions-là, et on pourrait y ajouter aussi toutes les évolutions sociétales, le fait qu'on a moins aujourd'hui de liens conjugaux stables, et que donc ça oblige aussi à réviser certaines formes de solidarité au sein des couples pour gérer les retraites. Donc tout cela, ce sont des facteurs de changement, mais le changement ne signifie pas qu'on doit perdre confiance. Merci infiniment à vous. Alors maintenant, je vais passer la parole effectivement à Jean-Claude Barboul. Donc, Monsieur Barboul, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne un régime en points? Parce qu'on dit que c'est plus simple. Moi, je trouve que c'est pas vraiment plus simple. On a 2 heures. Voilà. Non, il faut que vous fassiez vite. Mais en gros, qui paye les cotisations? Comment on les reçoit? Chaque année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un compte personnel? Est-ce qu'on met des points, des sommes? Qu'est-ce qu'on met sur mon compte? Est-ce qu'il m'appartient? Comment ces sommes-là sont revalorisées? Et qu'est-ce qui se passe au moment où je donc liquide ma retraite, c'est-à-dire au moment où je m'en vais à la retraite? Que
que deviennent ces points, ce compte, enfin cette chose qui est censée m'appartenir ou pas d'ailleurs, vous allez nous dire. Alors c'est vrai, bonjour à toutes et à tous. Les régimes en points, à la GIRC, on les connaît, puisque le plus ancien, la mère de tous nos régimes, c'est celui de la GIRC, le régime des cadres. Il est né le 14 mars 47, donc c'est déjà une belle histoire. C'est quoi la GIRC-ARCO? La GIRC-ARCO, c'est le régime obligatoire de retraite complémentaire des salariés du privé. Ça veut dire 18 millions de cotisants, ça veut dire presque 13 millions de retraités. C'est à peu près 80 milliards d'euros qui sont versés chaque année. 80 milliards d'euros, comme tous les intervenants l'ont dit, dans un système en répartition. C'est-à-dire que les cotisations de l'année payent les prestations de l'année. Donc c'est assez simple jusqu'à ce moment-là. Après, la question, c'est un régime en points. Le point, c'est une sorte de monnaie commune. C'est une monnaie qui nous permet de transformer des cotisations, de les accumuler et de les transformer, après ce terme barbare, vous avez raison, de liquidation des droits, et de les transformer en ce que les assureurs après une rente viagère. Comment je fais pour calculer mes points? Déjà, je vais regarder l'ensemble des cotisations que j'ai versées sur l'année. Et puis, ces cotisations, j'en fais une masse et je vais le diviser là par les grands thèmes, les grands mots de notre système, par le salaire de référence. J'y reviendrai après sur le pilotage. C'est-à-dire que je vais prendre la masse des cotisations et je vais le diviser par une certaine somme d'argent pour pouvoir accumuler des points. On a un système individualisé, donc chaque salarié a un compte individuel de points. Il peut même le regarder au quotidien. Avant, on les avait année après année. Peut-être qu'avec les années qui viennent, on pourra peut-être l'avoir mois après mois, avec la déclaration sociale nominative. C'est peut-être un enjeu important. En tout cas, chaque personne, à l'instant T, peut aller vérifier ce qu'il a accumulé comme points. Alors des points, oui, c'est bien, mais il faut que ça vale quelque chose. Et donc, ce point a une certaine valeur. On la fixe annuellement. Chez nous, on la fixe au mois de novembre. Ce point, cette valeur du point, eh bien, effectivement, elle va transformer, grâce à la monnaie, elle va transformer les cotisations en rente viagère. J'espère que vous avez à peu près tout suivi. Donc, du coup, j'ai deux paramètres très, très importants. Le salaire de référence, qui me permet, entre guillemets, de transformer ma masse de cotisation en points. Et puis, c'est cette valeur du point qui va me donner, si j'ai 100 points qui valent 1 euro, j'aurai 100 euros de rente viagère. Ce compte de points, on va le piloter. Et comme nous sommes un régime en répartition, eh bien, on a la même chose, on a besoin de la confiance. C'est-à-dire que, je l'ai dit, les cotisations de l'année payent les prestations de l'année. Eh bien, il faut dire qu'à l'instant T, l'engagement de la société et de la nation, c'est de dire qu'on assurera un niveau de retraite à partir de ces cotisations. Deux choses. Si c'est des cotisations, c'est un système très contributif. C'est-à-dire qu'il y a un lien très très fort entre ce que j'ai cotisé et ce que je vais toucher. Dans les propositions du président de la République, effectivement, il y avait cette question de renforcement de la contributivité. Pour autant, nous sommes un régime où nous versons entre 20 et 25% de prestations qui ne sont pas liées à une contributivité. On dit des prestations de solidarité. Par exemple, j'étais demandeur d'emploi, eh bien, le régime, mais aussi l'UNEDIC, mais aussi le demandeur d'emploi indemnisé, eh bien, il cotisera en partie, mais on lui validera ces points de manière, j'aime pas ce terme, gratuite, parce que c'est pas tout à fait gratuit, c'est parce que quelqu'un a bien voulu prendre en charge. On appelle ça la solidarité intragénérationnelle. Et puis, comme on a un système par répartition, on a la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, les personnes du fonds sont censées pouvoir verser mes retraites quand j'aurai cette fameuse liquidation. On est un organisme paritaire. Donc, dans la gestion, on gère avec les représentants des salariés, des organisations syndicales. Effectivement, j'appartiens à la CFDT, mais je suis le représentant du régime paritaire de la GIRC-ARCO. Et on a à côté de ça des représentants des employeurs qui gèrent au quotidien ce régime. Quelque chose que j'ai... Tout à l'heure, vous avez montré, Madame Kessler avait montré les éléments sur le niveau de vie des retraités. Je crois qu'en Allemagne, il y a un dicton qui dit « heureux comme Dieu en France ». Effectivement, on a vu que le niveau de vie de nos retraités est plutôt relativement plus élevé que celui des actifs. Dans nos systèmes, dans le pilotage de la GIRC-ARCO, eh bien,
on a deux paramètres très importants, je l'ai dit, le salaire de référence, c'est-à-dire combien va coûter un point, ce qui veut dire que lorsqu'on fait nos négociations, à peu près tous les 3 ans, on en a fait à peu près tous les 3 ans ces dernières années, eh bien on regarde à quel niveau de cotisation et à quel niveau d'acquisition de points je vais fixer mon paramètre. Ce qui veut dire que je vais toucher les actifs. C'est-à-dire savoir combien vous aurez de points, eh bien ça dépend de quelle sera la valeur de ce salaire de référence. D'où toujours l'importance du système de répartition et qu'une génération ne peut pas être prédatrice sur d'autres générations parce qu'elle doit faire attention d'équilibrer ces éléments-là. Et puis du côté, je vais dire, des sorties, du côté de la rente, du côté de la valeur du point de service, comme on dit dans notre jargon, eh bien c'est l'indexation. Quelle indexation? Dans les régimes par répartition, il y a la promesse d'une indexation. Effectivement, M. Bras l'a dit, on voit bien que la question de la création de richesse et la production de richesse, évidemment, on sent bien qu'il y a une indexation à faire. On essaie, bon an, mal an, de pouvoir se rapprocher le plus proche de l'inflation et de maintenir une forme de niveau de vie. Une indexation, encore un mot barbare, ça veut dire qu'on va prendre ce qu'on a mis en compte et on va le monter, le revaloriser. Si l'inflation était de 1%, ben j'aurais 1% de plus. Et ça, on le fixe tout au mois de novembre. On est d'ailleurs engagé actuellement à l'Agirc Arrco, parce que j'ai vu que vous avez mis président de l'Agirc Arrco depuis le 1er janvier. Il y a un petit tiré entre Agirc et Arrco qui symbolise l'union des deux. L'Agirc Arrco, effectivement, discute de l'indexation, c'est-à-dire du niveau de retraite des salariés et du niveau de cotisation qu'on demandera, qu'on prélèvera sur les salariés. Excusez-moi, je rêve. Ok, donc là, vous nous avez un peu présenté le dispositif. C'est quelque chose, l'Agirc Arrco, c'est un des rares régimes, enfin il y a ceux des indépendants aussi, mais qui est géré finalement par les partenaires sociaux, donc par finalement les salariés et les employeurs qui payent ces cotisations, justement. L'État ne met pas son nez dans votre gestion. L'État ne dit pas de combien vous devez monter les retraites, les baisser. L'État n'a aucun pouvoir de décision dans votre dispositif. Est-ce que ça marche bien? Parce que on se demande ce que ça va devenir finalement. Si dans le futur régime, on fait quelque chose de beaucoup plus lisible, où on harmonise finalement toutes les règles, si on fait un seul régime unique, il n'y a pas de raison, et ça va aussi être financé par l'impôt, il n'y a pas de raison que les employeurs et les salariés soient les seuls pilotes dans l'avion. Il y aura aussi l'État, il y aura d'autres gens certainement. Mais est-ce que ce pilotage que vous avez fait jusqu'à présent, aujourd'hui à l'Agirc Arrco, il a été bien fait? Est-ce que cette gestion paritaire, elle est intéressante? Alors, elle est intéressante dans le sens où elle a une vertu un peu démocratique de mettre face à face les gens qui financent et les gens qui vont percevoir les retraites. Donc ça, c'est un modèle, il est imparfait, mais en tout cas, c'est un modèle. Deuxièmement, la question du pilotage. Je l'ai dit, tous les 3 ans, nous négocions. Tous les 3 ans, on adapte nos paramètres. Parce qu'effectivement, M. Bras l'a dit, la crise de 2008, elle a laissé beaucoup de traces dans un régime qui est très contributif, donc plus de chômage, moins de rentrées de cotisations, et en même temps, le baby boom qui continue sur sa lancée. Donc effectivement, on est lié à ces éléments-là. Du coup, on essaie d'adapter au plus près, au plus juste, je dirais. Et c'est une négociation. Chacun a à prendre une partie de ces... je dirais, on pourrait imaginer qu'il y a 3 tiers. Il y a le tiers des entreprises. L'entreprise, lorsqu'on a augmenté les cotisations au 1er janvier, bien, on a pris sa part. En général, c'est 60% des cotisations à la charge des employeurs et 40% à la charge des salariés. Si j'augmente ces cotisations, eh bien, il y a une répartition entre actifs, salariés et entre employeurs. Et puis l'autre tiers, c'est sur les retraités. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais d'indexation. Eh bien, on a fait des sous-indexations. C'est-à-dire qu'effectivement, la valeur du point n'a pas toujours suivi l'inflation. Aujourd'hui, dans le mode de pilotage qu'on a mis dans ce régime, on s'est dit qu'il fallait regarder à peu près sur une période de 15 ans à quel niveau nous étions. Et on a commencé à prendre
reprendre le chemin de la négociation. Elle a commencé le 31 janvier, et la prochaine réunion est celle du 5 avril, où nous devons fixer un cadre pluriannuel sur 15 ans. On a estimé que nous devions avoir en réserve la moitié de nos allocations totales, ce qui fait à peu près une quarantaine de milliards d'euros. À l'intérieur de cette épure de 15 ans, eh bien, nous fixons un cadre là qui est ce qu'on appelait un pilotage tactique sur 4 ans pour regarder à quel niveau d'indexation on peut faire pour les retraités et à quel niveau aussi d'acquisition des points quel est le salaire de référence qu'on va décider. C'est très important parce que sur les générations les plus jeunes, vous avez vite compris que si je voulais avoir un système où je ne serais pas en confiance, bah, ce serait très très simple de faire très peu d'acquisition de points et puis de pouvoir revaloriser fortement les retraites. À aucun moment, les partenaires sociaux n'ont eu cette vision. Ils ont toujours essayé de trouver un équilibre. Un équilibre entre les actifs, donc ceux qui cotisent, et les retraités, ceux qui perçoivent. Exactement. Et donc, vis-à-vis de ce que vous disiez sur la question de l'évolution du système, on voit bien que dans les systèmes par répartition, le système universel devra reprendre ces mêmes questions. La question de l'autonomie ou de l'indépendance de l'autonomie, vous l'avez dit, nous sommes autonomes, mais nous sommes un régime complémentaire obligatoire, et donc nous avons la tutelle du ministère de la Sécurité sociale, enfin de la direction de la Sécurité sociale, comme tout autre opérateur en France. Cette tutelle, elle vérifie quand même un peu nos statuts et elle laisse une grande possibilité, de grande marge de manœuvre aux partenaires sociaux. À eux de les utiliser, je dirais, à bon escient, pour pouvoir trouver des voies et moyens. Aujourd'hui, on a un régime complémentaire. On représente à peu près 30% de la retraite totale d'un salarié non cadre. Pour un cadre, même si ça a un peu changé depuis le 1er janvier, cette notion a un peu disparu de notre radar à nous, c'est 50%. Donc on est un acteur complémentaire, mais complémentaire très très important. Et on est dans un écosystème où effectivement, nos amis de la CNAV, nos amis de la Caisse des dépôts et consignations, eh bien, travaillons dans ce qu'on appelle l'inter-régime, travaillons à pouvoir mieux améliorer nos systèmes administratifs. J'ai dit, on a 12,6 millions de retraités et 18 millions de cotisants. On est des grosses machines aussi administratives à gérer ces éléments-là. Et cette gestion paritaire, donc, elle a finalement été vertueuse, puisque depuis que vous existez, vous n'avez pas le droit, évidemment, d'être en déficit. En tout cas d'avoir de la dette, parce qu'en déficit, il peut y en avoir. Ça veut dire que vous devez piloter ça et faire en sorte de ne pas recourir aux deniers de l'État, ce que vous avez fait, je crois. Jusqu'à présent, on a toujours fait comme ça. On a effectivement, dans les années que je qualifierais un peu de faste, on a accumulé un certain nombre de réserves. On n'a pas vocation, dans un régime par répartition, à avoir des réserves. On n'est pas un système en capitalisation où ces réserves sont en représentation des engagements. Ça n'a aucun sens. Par contre, nous avons effectivement des réserves qui nous permettent de passer, en tout cas, peut-être d'amortir les chocs économiques que l'on peut avoir. En 2009, nous avions 5 milliards d'euros de déficit. Et au dernier compte agrégé que nous avons examiné la semaine dernière, donc nous avions un déficit technique, c'est-à-dire recettes-dépenses, autour de 1,9 milliard. Les réserves que nous avons accumulées les années précédentes, pour un montant à peu près aujourd'hui d'un petit peu moins de 60 milliards d'euros, ces réserves, elles nous ont servi effectivement à amortir les chocs. Mais elles ne peuvent être un financement durable du système. Le système étant assis sur les cotisations des actifs et le versement de prestations aux retraités. Donc c'est une forme d'obligation de trouver un moyen ou des voies et moyens de trouver l'accord qui nous permettra de maintenir le système et de le faire évoluer dans un système universel. Effectivement, la GIRC-ARCO a une petite, je dirais, expérience sur un système en points. Vous l'avez dit aussi, le RSI, les indépendants avaient aussi des systèmes en points, mais effectivement, c'est un régime important numériquement et sur son prélèvement sur la recherche, c'est à peu près de 80 milliards d'euros par an. Donc, effectivement, on a quelques idées à apporter dans le pilotage
Mais après, la représentation nationale On nous espère que dira. vous serez écoutés. En tout cas, on va voir ce qu'il en advient. Je crois que c'est cette semaine que Jean-Paul Delevoye et donc vous et les autres partenaires sociaux examinaient justement la gouvernance du futur régime. Donc en gros, qui va décider quoi? Donc pour le moment, on ne sait pas ce qui va en sortir. On aura un début de commencement d'idées en fin de semaine ou la semaine prochaine peut-être. Et on verra donc si vous avez a priori été écouté ou en tout cas. Il y a 2 séances. Comment? Il y avait une séance pour la CFDT hier. Oui. Et il y a une prochaine séance, parce qu'on a mis sur cette question de la gouvernance et D'accord. 2 séances de travail avec le haut-commissaire. Ok, donc on saura bientôt ce qu'il advient de cette gouvernance paritaire. Maintenant, je crois que c'est à vous, la salle, de poser vos questions. Vous avez là un panel de spécialistes, donc alors vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions idiotes. Les retraites, c'est compliqué. Donc vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un pour passer le micro ou vous avez des micros d'ailleurs? Si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, c'est super. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Gabriel Karoubi, je suis étudiant en 5e année en sciences politiques. Alors moi, c'était une question spécifique à Pierre-Louis Bras. Je sais que vous avez fait référence comme principale variable pour voir comment évoluer le système de retraite, c'était l'évolution de la productivité. Et vous aviez dit que c'était un indicateur pertinent par rapport à l'évolution du salaire, mais en fait, les tendances économiques actuelles, alors il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas forcément compris dans le raisonnement, mais j'ai l'impression que dans les tendances économiques actuelles, la productivité a tendance structurellement à se détacher, l'évolution de la productivité à se détacher de l'évolution des salaires, et je voulais savoir si ça a impacté ces prévisions. Non, la productivité en France du travail ne se sépare pas de l'évolution des salaires. En gros, on part de la productivité horaire, c'est-à-dire ce que, en moyenne, un salarié produit par heure de travail. Déjà, sa rémunération par tête peut évoluer différemment de sa productivité horaire parce que les heures de travail augmentent ou diminuent. D'accord ? Depuis 2000, les heures travaillées par tête sont stables en France. D'accord ? Donc c'est pour ça que la première hypothèse sous-jacente à les salaires suivent la productivité, c'est le temps de travail est stable. Et depuis 2000, il a baissé jusqu'en 2000. Depuis 2000, le temps de travail est relativement stable en France. Ensuite, bien évidemment, ça dépend du partage de la production entre le capital et le travail. Dans beaucoup de... Alors, je renvoie aux dernières études de l'OCDE ou à une dernière étude de la DG Trésor. Dans beaucoup de pays, la part du travail dans la valeur ajoutée a diminué. En France, elle est stable. Et même, la part des salaires a un peu augmenté dans la crise parce que les entreprises n'ont pas ajusté l'emploi à la baisse de la production au début de la crise. Donc, pour le moment, ce lien productivité horaire du travail, évolution des rémunérations, je suis passé vite parce que je n'avais pas le temps, mais ne tient que du fait de 2 hypothèses sous-jacentes, donc que j'explicite devant vous, la stabilité du temps de travail et la stabilité du partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. Et pour le moment, ces 2 hypothèses sous-jacentes sont vérifiées en France depuis 2000. D'accord ? Voilà. Si on remontait au-delà de 2000, par exemple, le temps de travail a baissé et donc les salaires ne pouvaient pas augmenter à hauteur de la productivité horaire du travail. Oui, Bertrand Séné, donc je suis économiste. Il y a quelque chose qui m'interroge en fait dans la façon d'aborder les choses globalement. C'est que, en fait, il me semble que le défi par rapport aux retraites, c'est d'arriver à produire suffisamment de richesses pour satisfaire les besoins de toute la population. Et donc, dans ce cadre-là, il me semble que le premier objectif, ça devrait être d'abord de réduire le chômage, puisque c'est ces chômeurs qui pourraient produire pour le reste de la population, et non pas, par exemple, de reculer l'âge de la retraite. C'est un peu étrange hein, qu'on en arrive à ces... Alors, la question par rapport à ça, moi je m'interroge, c'est que j'ai le sentiment qu'en fait on fait une déconnexion entre les problématiques de production et les problématiques de redistribution. Or, la redistribution dépend totalement de la production.
Et donc, est-ce que, en fait, ce qui ne nous manque pas comme élément, c'est pas le fait qu'on ne peut pas, aujourd'hui, créer de la monnaie ou investir avec suffisamment de liberté, puisque les investissements, la création monétaire sont confiés aux banques. Et donc, on dépend effectivement de la bonne volonté des banques et puis des investisseurs, etc. Est-ce que, dans le cadre du financement des retraites, finalement, on ne devrait pas avoir une part de création monétaire, éventuellement de destruction monétaire, si, en fonction des évolutions démographiques et puis aussi des contraintes écologiques? Voilà ma question. Oui, alors, bon, d'une part, je n'ai pas évoqué le chômage, mais bien évidemment, c'est une des hypothèses. Là, quand je vous ai fait les projections, on prend l'hypothèse qu'on revient progressivement vers un taux de chômage à 7% en 2032, alors même que le gouvernement, lui, table sur un taux de chômage à 7% en 2032. Et si vous voulez voir l'influence de la variable chômage sur la situation des retraites, on a des variantes dans les rapports. Clairement, ça a un impact beaucoup plus faible que les hypothèses que l'on fait sur l'évolution de la productivité du travail et donc sur l'évolution des rémunérations. Ça change les choses, mais de 0,2, 0,3 points du PIB, donc c'est pas fondamental. Néanmoins, ça n'enlève rien au fait que si on pouvait baisser le chômage, ça serait mieux, et qu'on est tous d'accord pour dire la priorité, c'est de baisser le chômage. Alors après, franchement, là, vous nous entraînez sur un terrain économique qui n'est pas le nôtre, puisque nous, on essaie d'analyser le domaine des retraites. Est-ce que c'est par de la création monétaire, création d'inflation et ainsi de suite, qu'on peut faire baisser le chômage? À la limite, j'allais dire, Mario Draghi vous a entendu depuis 2010 avec le quantitative easing, où il a plutôt mis en œuvre des politiques de financement, même si après on peut s'interroger sur la transmission par les banques des incitations de la Banque Centrale Européenne. Mais vous voyez bien que là, il faut aller à la conférence sur la politique monétaire et pas à la conférence sur les retraites, parce que je commence à sortir de ma zone de compétences et je n'aime pas ça. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot sur le versant initial que vous évoquez. Je crois qu'en l'occurrence, il y a bien une lucidité effectivement des gouvernements successifs, et celui-là n'y fait pas exception, sur le fait que, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Pierre-Louis Bras, la variable du chômage est une variable considérable et qu'on sait qu'il y a effectivement une masse de cotisations latente qui serait bien de pouvoir réactiver. Et là-dessus, il y a quand même une forme de cohérence, puisque la réforme des retraites, actuellement, elle n'est pas encore faite. En revanche, il y a un projet qui a été lancé, qui a donné lieu à une loi le 5 septembre dernier sur la formation professionnelle, et qui vise précisément à mettre le paquet avec un certain nombre de milliards quand même qui y sont consacrés, pour que la formation professionnelle, qui est le parent pauvre en France depuis des lustres, puisse remonter finalement, et notamment la formation continue, qui est vraiment l'enjeu majeur. Donc, former, c'est d'abord permettre à des gens d'accéder à une qualification qui leur permet de sortir de la nasse du chômage ou d'avoir des mobilités professionnelles facilitées. Donc il y a bien cette séquence, en tout cas, qui est mise sur la formation professionnelle pour diminuer le taux de chômage et qui, de facto, aura des effets positifs aussi sur la capacité à financer l'ensemble du système social, y compris les retraites. Ok, une dernière question, monsieur? D'autres, d'ailleurs. Oui, Jean-François Bachet, retraité, anciennement ingénieur au ministère de l'Agriculture. J'ai deux questions assez différentes. Ma première question porte sur les hypothèses de gains d'espérance de vie, de taux de fécondité pour bâtir les projections en 2070. Les hypothèses, c'est un gain d'espérance de vie de 6 années pour les femmes et de près de 8 ans pour les hommes, et un maintien du taux de fécondité à 1,95. Je voudrais savoir s'il y a un consensus sur ces hypothèses, parce que sur l'espérance de vie, il semble qu'il y a un ralentissement du gain depuis plusieurs années pour des différents problèmes environnementaux et autres. Et sur le taux de fécondité, il y a aussi une légère baisse depuis plusieurs années. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est en France, donc, on a un poids des retraites, des dépenses publiques parmi les plus élevés d'Europe et de CDE, 14%, essentiellement par répartition. Mais en même temps, on a un des pays qui a le taux d'épargne parmi les plus élevés, taux de 14 à 15%.
comment on peut expliquer un taux d'épargne aussi élevé pour l'investissement dans l'immobilier, mais aussi pour les placements financiers, puisqu'on a quand même près de 2000 milliards dans l'assurance vie, dont les 3/4 en font en euros. Merci. Sur les projections démographiques, donc, celles que nous utilisons sont celles qui sont établies par l'INSEE. Donc je ne sais pas s'il y a un consensus général, mais disons que l'INSEE, pour les établir, s'entoure de tous les experts qui existent sur ces sujets. Et c'est beaucoup fait par projection de la tendance passée, parce que, par exemple, essayer de faire de la futurologie sur les progrès de la médecine et leur impact sur l'espérance de vie ou sur la dégradation éventuelle de l'environnement ou sur l'amélioration. Bon, voilà tout ça. Donc, c'est plutôt des modèles, disons, tendanciels. Par rapport à ces modèles, depuis 2015, pour la mortalité, on est, disons, en dessous. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu les progrès de l'espérance de vie qui étaient espérés dans la tendance. Donc pour le moment, l'INSEE est sereine, parce que, enfin sereine, l'INSEE dit on ne va pas revoir tous les 2 ou 3 ans, parce que c'est quand même des tendances extrêmement fortes. Nous, on va essayer de produire un petit travail d'analyse pour savoir à quels âges il y a eu moins d'amélioration de la mortalité, quelles sont les causes de décès qui sont à l'origine de cette évolution de la mortalité. Mais disons que pour le moment, ce qui se passe n'a rien à voir avec ce qui se passe par exemple aux États-Unis, où le cas là est très documenté, où il y a des papiers, je vous renvoie à tout ce qu'écrit le prix Nobel de l'économie qui s'appelle Angus Deaton là-dessus, qui a analysé ce qui se passait chez les Blancs peu éduqués aux États-Unis avec une épidémie de mort par désespoir, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, qui se traduit notamment par une épidémie des opioïdes, mais il ne semble pas qu'on ait de mouvements de ce type en France. Sur la fécondité aussi, donc on est la dernière donnée de l'INSEE, alors que là, vous avez vu, on projetait 1,95, on est à 1,87, donc on est un peu en dessous de la tendance et de ce qui est projeté. Est-ce que c'est un effet de la crise? Et dans ce cas-là, il n'y a pas à corriger, parce que l'amélioration éventuelle de la situation économique entraînera une amélioration sur cet élément aussi. Est-ce que c'est des changements beaucoup plus profonds, ainsi de suite? Pour le moment, je n'ai pas de réponse. Voilà, donc, et dernier élément, on a des variantes, bien évidemment, sur la démographie, la mortalité et la fécondité, comme on a des variantes sur l'économie. Je ne vous les ai pas présentées là, mais si, par exemple, vous êtes pessimiste sur la démographie et que vous voulez savoir quel est l'effet sur les retraites, vous les trouverez vous trouverez le résultat dans les rapports du corps. La deuxième question, je ne sais pas si elle m'était adressée. J'ai oublié, d'ailleurs. Pardon, excusez-moi, c'est... Le taux d'épargne élevé en France, 14 à 15%, malgré le fait qu'on a des retraites par répartition élevées. Oui, alors déjà, ça montre, mais ça, c'est souvent un lieu commun, la répartition serait l'ennemi de l'épargne. Et donc, les données montrent que non. Hein, donc, parce que quand on est dans un régime en capitalisation, bien, au début, on est obligé d'épargner, mais ensuite, les retraités décaissent. Donc voilà, donc on a, malgré la répartition, mais c'est pas malgré, on a un système par répartition et on a un taux d'épargne élevé. Et ça pose une question, d'ailleurs, sur le niveau de vie des retraités, parce que en fait, on s'aperçoit que beaucoup de retraités, je ne dis pas tous, hein, et puis ceux qui ont de l'épargne, c'est pas l'ensemble de la population. D'accord ? Donc, c'est là où il y a encore plus de différences sur les niveaux de patrimoine et donc d'épargne qu'il n'y en a sur les niveaux de revenus, mais que beaucoup de retraités poussent leur épargne jusqu'à leur décès. Hein, donc, ça peut entraîner des réflexions sur est-ce qu'on n'impose pas aux actifs par la répartition un taux de privation sur leur consommation pendant la vie active trop élevé, leur constituant une retraite qui, on l'a vu, est élevée, alors même que ces retraités, en tout cas certains, continuent à épargner, ou en tout cas ne consomment pas leur épargne, contrairement à ce que la théorie nous apprend. Normalement, vous avez des économistes qui disent les gens devraient mourir quasiment pauvres, quoi, sauf ceux qu'ils veulent léguer à leurs enfants. Donc ça, c'est une question, c'est une interrogation, et ça peut questionner le niveau
auquel se situe notre système de retraite. Parce qu'on a dit que les retraités avaient des bons niveaux de vie en France. Mais attention, en matière de retraite, rien ne se perd, rien ne se crée. S'ils ont un bon niveau de vie, c'est parce qu'on a beaucoup prélevé sur les actifs. Et si on a beaucoup prélevé sur les actifs, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été contraints dans leur consommation pendant qu'ils étaient en vie active. Comme a priori, on va tous vivre la séquence actif puis retraité. Mais est-ce que on n'a pas un degré d'épargne forcée vis-à-vis des actifs trop élevé dans notre pays? C'est une question qu'on aurait pu se poser. A priori, on ne se l'est pas vraiment posé, puisque dans le cadre de la réforme, Jean-Paul Delevoye a annoncé qu'il y aurait des taux de cotisation à 23%, qu'ils iraient jusqu'à 3 plafonds. Donc en gros, on maintient le niveau de prélèvement que l'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, c'est une bonne question. Les gens épargnent, mais pourquoi? Alors, peut-être qu'il y a un vrai altruisme vis-à-vis des enfants qui est propre à la France et que les gens veulent léguer à leurs enfants. Ça relève de leur liberté. Je n'ai pas à me prononcer, mais enfin, néanmoins, on peut se poser ces questions-là. Est-ce que tout ça est maîtrisé? Il y a beaucoup de gens qui vivent pauvres et qui meurent riches. Je me permets juste, avant de repasser la parole à Mireille Weinberg pour la fin de ce débat, de faire un peu de publicité pour l'association La Finance pour tous qui a organisé ce débat. Monsieur parlait des fonds en euros. On a un très bon dossier de décryptage sur le fonctionnement des fonds en euros au sein des contrats d'assurance vie. Merci Sophie. Madame, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste vite revenir. C'est pas seulement une question économique. C'est aussi, ça nous ramène à la confiance. Pourquoi est-ce que les gens épargnent beaucoup? Parce qu'ils ont peur pour le futur. Et on vient de sortir hier un grand sondage qui montre qu'en France, qui est le pays entre tous les pays OCDE qui dépense le plus pour la protection sociale, il y a quand même que 20% des gens qui disent qu'ils sont confiants de recevoir des prestations sociales en cas de besoin. 20%. Et ça dans un pays qui a le plus de dépenses à l'international. Et ça pose quand même une question sur la lisibilité, là, qui ont confiance dans le système. Et si les gens étaient plus confiants, ils épargneraient peut-être un peu moins aussi. Merci. Monsieur, une dernière question, dites-nous. Pour les autres questions, si vous en avez, je vous propose ensuite de venir voir les intervenants, mais il faut qu'on libère la salle. D'abord, merci de me laisser poser cette question. Moi, je suis le président de la Fédération interrégionale pour le développement de l'emploi des seniors. Alors, le corps nous a présenté en fait les évolutions où on montre que si on prend le pouvoir d'achat relatif entre les retraités et les actifs, on passe de 100 à 89,76, enfin 77, 76,7, en fonction des évolutions de productivité. Alors on pourrait partir différemment en se disant, si on veut atteindre 100 à terme, que faut-il faire, que faut-il avoir comme action? Alors je pense d'abord que l'action, elle ne doit pas porter uniquement sur les jeunes, mais aussi sur les plus âgés. Et on voit tout de suite la proposition qui est de tenir compte du fait que, comme il va y avoir un allongement de la durée de vie, il faut partir à la retraite plus tard. Pourquoi ne pas utiliser la proposition, par exemple, qui a été faite par Artus Perlevade ce week-end dans les Échos, qui proposait un trimestre de plus par an, nous amenant assez rapidement à l'âge de 65 ans. Et 65 ans, moi, mon père, qui avait commencé à travailler à l'âge de 14 ans, il est parti à la retraite à 65 ans, et ça n'avait rien de dramatique. Voilà, alors je voudrais faire maintenant juste un commentaire rapide sur le régime dit universel qu'on est en train de vouloir mettre en place. Je ne vois pas pourquoi on s'arrête à 3 plafonds de la sécurité sociale, alors que je pense que déjà, à l'heure actuelle, la tranche B de l'AGIRC correspond à 4 plafonds, et avec l'essai, on allait au-delà de 4 plafonds. Merci beaucoup. Oui, sur augmenter les trimestres nécessaires pour avoir le taux plein, c'est déjà dans la législation, puisqu'ils vont augmenter, l'exigence va augmenter jusqu'à 43 ans pour la génération de 1973. Et vous l'avez vu, ça porte progressivement l'âge de la retraite moyen à 64 ans. Après, c'est tout à fait légitime de dire il faudrait aller plus vite. Pourquoi attendre la génération de 73? Ou pour dire il ne faut pas s'arrêter à la génération de 73, il ne faut pas s'arrêter à 64 ans, il faut aller à 65 ans. C'est tout à fait légitime. Après, il y a une autre manière d'aborder la question qui
est celle qui est sous-tendue dans le cadre de la réforme. Parce que dans le cadre de la réforme où 1 euro cotisé donne les mêmes droits, normalement, il n'y a plus de référence à la durée de cotisation. Et dans ce cas-là, on dit aux gens, vous pouvez partir à 62 ans et vous aurez tel niveau de retraite. De génération en génération, le niveau de retraite que vous aurez à 62 ans va diminuer parce qu'il faut tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie. Et puis, pour une génération donnée, si vous partez à 62 ans, vous aurez moins que si vous partez à 63, 64, 65, 66. Et là, en gros, on dit aux gens, vous êtes libres. Le choix de travailler ou de ne pas travailler, ben c'est à vous de le faire, parce que c'est à vous de faire votre équilibre entre le niveau de retraite que vous souhaitez et puis le niveau de loisir. Il y a des gens qui ont de l'appétence pour le loisir. Moi, je rêve de finir ma vie en contemplatif pour me consacrer à ma spiritualité. D'accord ? Ce n'est pas condamnable. D'accord ? Donc si je veux partir à 70 ans pour rejoindre un monastère, ben après tout, pourquoi pas ? S'il y en a qui valorisent les revenus et qui ont un travail extrêmement gratifiant, qui continuent à travailler jusqu'à 65, 66, 67, le tout, c'est que les décisions des individus n'aient pas d'influence sur la situation de la collectivité et donc la situation du système de retraite. Normalement, c'était ça le principe qui est à l'origine du projet de réforme et qui est celui qui fonctionne en Suède, avec après des débats sur où on place l'âge minimal. Les Suédois l'ont placé à 61 ans, maintenant ils se demandent... Bon. Mais globalement, c'est ça le principe. Et dans ce cas-là, on en finit avec ces débats qui ont occupé tous les journalistes pendant ce week-end sur l'âge de la retraite. On avait plutôt... Ça continue. Hein. Aujourd'hui, j'étais en train, justement. C'est pas fini. Voilà. Donc, mais rendez-vous compte, si en France, demain, on n'avait plus des débats récurrents sur l'âge de la retraite, que serait la France ? C'est un peu comme une France sans béret et sans baguette. D'accord ? Moi, cette réforme me terrifie. Parce que dans ce cas-là, on dira, il n'y a plus de débat sur l'âge de la retraite. Chacun fait ses choix. Alors là, franchement, la France n'est plus la France. Parce que si vous n'avez pas un ministre qui, dans le week-end, vous dit il faut repousser l'âge de la retraite, un économiste qui surenchérit en disant ah ben oui, il a raison le ministre, et d'ailleurs moi j'ai dit ça, et puis après un syndicaliste qui dit ah mais pourquoi on a fait ça ? Franchement, c'est plus la France. Donc franchement, faisons pas de réforme, restons et discutons encore pendant 10 ans de l'âge de la retraite. C'est magnifique. Merci. Merci. Belle conclusion, merci beaucoup. Et merci à l'association La Finance pour tous. Et puis, longue vie au Printemps de l'économie. Merci à tous.